Les combats se poursuivent dans l'est de l'Ukraine plus de 100 jours après le début de la guerre. Volodymyr Zelensky assure que l'Ukraine remportera la victoire. La guerre en Ukraine risque de provoquer une crise alimentaire, notamment en Afrique. Vladimir Poutine promet donc de faciliter l'exportation du blé via les ports ukrainiens. Ambiance décontractée et sécurité renforcée, le match de la Ligue des Nations entre la France et le Danemark s'est déroulé sans accroc vendredi soir au Stade de France. Les combats se poursuivent dans le Donbass plus de 100 jours après le début de l'invasion russe en Ukraine. C'est dans cette région que se joue désormais une guerre d'usure sur le long terme, selon les mots du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Mais malgré les avancées russes, les Ukrainiens résistent, notamment dans la ville de Severodonetsk, où les soldats de Moscou auraient été en partie repoussés selon le gouverneur de la région de Louhansk, Serhiy Haïdaï. Dans le même temps, les évacuations de civils se poursuivent, comme ici à Kostiantynivka, dans la région de Donetsk. En visite dans un hôpital de Kiev vendredi pour remercier les soignants, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré que l'Ukraine remporterait la victoire. Il y a exactement 100 jours, nous nous sommes tous réveillés dans une réalité différente. Lorsque les Ukrainiens sont réveillés non pas par les rayons du soleil, mais par les explosions de missiles qui frappent nos maisons, alors ce sont des Ukrainiens complètement différents qui se réveillent. Depuis 100 jours et après 8 ans, nous nous battons pour ces 3 mots. Paix, victoire, Ukraine. Après 100 jours de guerre, l'économie ukrainienne est lourdement impactée et 15,7 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence, selon le coordinateur de crise des Nations Unies pour l'Ukraine, Hamid Awad. Pour Volodymyr Zelensky, l'Ukraine a besoin de 5 milliards de dollars par mois pour continuer à fonctionner. Alors que l'inquiétude grandit concernant les approvisionnements en céréales en raison de la guerre en Ukraine, le président russe s'est dit favorable à ce que ces produits quittent les ports de la mer Noire, y compris les ports sous contrôle ukrainien. Vous pouvez tout à fait exporter le blé via les ports maritimes sous contrôle ukrainien. Tout d'abord les ports de la mer Noire, Odessa et les ports voisins. Nous n'avons pas posé de mines dans les ports ukrainiens, c'était l'Ukraine. J'ai dit à mes collègues à plusieurs reprises, laissez-les déminer pour que les navires chargés de blé puissent quitter ces ports. Nous garantirons leur passage en toute sécurité et sans problème. Le président sénégalais et dirigeant de l'Union africaine, Macky Sall, a rencontré vendredi le président russe pour le persuader d'autoriser le transit de céréales en provenance d'Ukraine afin d'éviter une famine massive dans les pays africains. Macky Sall s'est dit rassuré après cette entrevue, même si aucun texte n'a été officiellement signé. Selon le porte-parole de l'ONU, toutefois, un accord quadripartite entre la Russie, l'Ukraine, la Turquie et l'ONU semble possible. Nous avons vu beaucoup de commentaires positifs de diverses capitales, ce qui est encourageant. Mais je ne suis pas en mesure de confirmer des dates ou de vous fournir un calendrier à ce stade. Une autre solution pourrait venir de Minsk. Alexandre Loukachenko s'est dit prêt à autoriser le transit de céréales ukrainiennes via le Bélarus vers les ports de la mer Baltique, s'il est autorisé en contrepartie à expédier des marchandises bélarusses depuis ces mêmes ports. Aujourd'hui, 30 ans après la guerre qui a tué des centaines de Moldaves, les personnes qui traversent le fleuve Dniepr doivent toujours passer par 3 filtres. Celui des milices séparatistes, celui des soldats russes et celui de la police moldave. Ici, on craint que la Moldavie soit entraînée dans la guerre, d'autant plus que des soldats russes ont été envoyés dans la région. La guerre en Ukraine a mis en lumière un autre conflit, celui de la région séparatiste de Transnistrie en Moldavie. Les combats qui ont duré 5 mois en 1992 ont été les plus sanglants après la chute de l'Union soviétique. Dans le village de Varnita, sous contrôle moldave, la peur grandit. Les habitants supportent déjà au quotidien la présence de 2000 soldats russes. Vous voyez qu'ils sont entrés et ont tué en Ukraine. On ne plaisante pas avec les Russes. Il y a un risque que le régime séparatiste administre Varnita. Où iraient vos proches s'il y avait une guerre? En Roumanie ou en Italie? Selon cet ancien ambassadeur de Moldavie aux États-Unis, le risque que la guerre s'étende en Moldavie est élevé.
La Russie n'a pas renoncé à ses projets d'occupation des anciens territoires soviétiques. Cela se voit très clairement dans les concentrations militaires massives dans la région du Donbass et dans les tentatives répétées de s'adjuger la supériorité navale en mer Noire et de forcer un assaut militaire spécifique dans les régions inférieures de la Moldavie. Les autorités de Chisinau suivent de près ce qui se passe dans la région séparatiste pro-russe, d'autant que l'armée séparatiste de Transnistrie et les troupes russes présentes dans la région ont été mises en alerte. Les forces russes ont été déployées comme force de maintien de la paix en 1992. Face à eux, une petite armée moldave de 6000 hommes. Ils n'ont pas de chars et sont dotés en grande partie d'anciens équipements militaires soviétiques. Près de 2000 policiers et gendarmes, dont 650 spécialisés dans la lutte contre la délinquance. La sécurité était largement renforcée aux abords du Stade de France pour le match entre la France et le Danemark vendredi soir. Une rencontre de Ligue des Nations considérée comme peu risquée, mais les autorités françaises n'ont voulu prendre aucun risque après le fiasco de la finale de la Ligue des Champions. Les spectateurs étaient en tout cas nombreux, 76 000 places ont été vendues. On a eu un peu peur et c'est vrai que nous, comme on venait en famille, c'était plus la crainte pour notre petite. Mais bon, on s'est dit que ça allait être établi et qu'on ne ferait pas deux fois les mêmes erreurs. Et en effet, avec une ambiance bon enfant et aucun débordement après le match, la soirée n'avait rien à voir avec celle de la finale de la Ligue des Champions une semaine plus tôt. Après vous! Le RERB était une nouvelle fois perturbé en raison d'une grève, mais les forces de l'ordre ont pu aiguiller les spectateurs. On était sur le point d'annuler nos plans parce que nous ne savions pas comment quitter le stade. On s'était donc préparé à aller dans un hôtel à proximité et à y passer la nuit. Mais maintenant, on voit la police partout, même dans le métro. Donc on va prendre le métro pour retourner à notre hôtel. Malgré la bonne ambiance dans les gradins et l'ouverture du score par Karim Benzema, la France s'est inclinée face au Danemark, qui a marqué 2 buts. Les Bleus se rendront à Split lundi pour affronter la Croatie. C'est Tariq Saleh, un artiste suédois d'origine égyptienne, qui a remporté la semaine dernière le prix du scénario au Festival de Cannes pour son thriller politico-religieux Boy from Heaven. Graffeur, journaliste, producteur, écrivain et cinéaste, il n'a pas caché sa joie après avoir reçu sa palme. Entre le nom de la rose et John le Carré, mais à l'université Al-Azhar du Caire, l'un des cœurs de l'islam sunnite, un jeune imam est embarqué dans une manipulation policière aux ramifications religieuses et politiques. Un film tourné à Istanbul faute d'autorisation et produit par la Scandinavie, la France et le Maroc. Mais pour Tariq Saleh, ce n'est pas la nationalité d'un film ou d'un réalisateur qui compte. Je mettrai parmi mes 3 films préférés Bataille d'Alger. Et pour ce film, la nationalité du réalisateur importe peu, car il dit la vérité, et je pense que c'est là l'essentiel. En tant que conteur, nous racontons une vérité émotionnelle, et nous devons raconter une vérité qui survit au temps. Et c'est une grande différence entre l'actualité ou la politique, par exemple, car la vérité dans l'actualité ou la politique d'un jour n'est pas celle du lendemain. Une plongée immersive et palpitante dans l'univers religieux sunnite, traversé par de multiples courants du fondamentalisme à l'humanisme pacifique. Un point de vue passionnant, en particulier pour les Européens, peu familiers et souvent ignorants de ce monde. C'est universel, et dans ce cas, pour les Européens, de se mettre dans les sandales d'un musulman dont on a peur, et de marcher, de prier, de regarder, d'espérer, d'avoir peur, et de se battre pour survivre avec lui. Vous savez, je pense que c'est bien, parce que nous devons partager l'expérience. C'est ce que nous devons faire. Se divertir intelligemment, c'est ce que propose Tariq Saleh et son Boy from Heaven, superbement écrit, filmé et interprété. Le film va sortir dans tous les pays européens à l'automne.
صدق